Allez, avouez, qui d'entre vous n'a jamais eu le sombre désir, au moins une fois dans sa vie, de faire du mal à quelqu'un? De lui mettre un coup de poing, voire pire, un coup de couteau. Qui n'a jamais fait d'entre vous sa propre liste des personnes à qui s'en prendre en regardant American Nightmare? Bon, rassurez-vous, avoir ce type de désir n'est pas nécessairement signe que vous êtes malade mental. Bon, par contre, si vous passez à l'acte, c'est déjà beaucoup plus inquiétant là. Ouais. Non, c'est voire terrifiant en fait. Préparez-vous les amis à me suivre dans une région isolée et glaciale de l'Alaska pour voir si vous êtes capable d'échapper à un psychopathe qui vous traque comme du grand gibier. Voici la bestiale mais véritable histoire de l'homme qui chassait des femmes qui n'avaient pour la plupart absolument rien demandé. Sherry Monroe rêve de devenir mannequin. Elle habite Anchorage, une région isolée d'Alaska où seule l'industrie pétrolière est florissante. Comme de nombreuses autres femmes de la région, elle n'a pas d'autre opportunité que de travailler en tant que danseuse topless pour subvenir à ses besoins. La ville est principalement composée de travailleurs de passage qui cherchent à combler leur solitude dans ce désert de neige et de glace. Il y a beaucoup d'hommes esselés qui cherchent de la compagnie. Et ce soir-là, Sherry se fait aborder par un certain monsieur. Il a un physique plutôt ingrat, mais semble aussi inoffensif qu'un gentil grand-père. Il n'est pas très grand, porte des lunettes et il a une coupe de cheveux plutôt classique. Avec un léger bégaiement, il lui propose 300 $ pour faire des photos d'elle. Alors là, Sherry, elle a 23 ans, rêve de sortir de ce trou perdu, alors elle se dit « ok ». Elle accepte la proposition. Il l'invite alors à monter dans son véhicule, un pick-up, afin de la conduire sur le lieu du shooting. Dans le véhicule, elle le voit de plus près, il a le visage sérieusement abîmé par des cicatrices d'acné. Elle ne s'inquiète pas pour autant lorsqu'il porte la main à sa poche, car il cherche sûrement son appareil photo, évidemment, ou son portefeuille pour lui donner ses 300 $ qu'il lui a promis. Mais non, c'est pas un portefeuille qu'il va lui montrer, c'est bel et bien une arme qu'il pointe sur elle. Et elle comprend en un instant que cet homme n'a jamais eu l'intention de lui tirer le portrait. Sherry panique, mais il est trop tard. Elle est prise au piège. Toujours en bégayant, il lui ordonne de se taire si elle veut qu'il l'épargne. Il commence à la bâillonner et lui passe directement les menottes. Puis, il démarre le véhicule et la conduit à l'aérodrome de la ville où il la force, sous la menace, à embarquer dans un petit avion. Sherry craint le pire, son cœur bat à rompre son thorax sous le pendentif en forme de flèche qu'elle porte depuis toujours. Après quelques instants de vol, il la débarque dans une immense forêt montagneuse, la déshabille et lui bande les yeux. Complètement terrorisée, brûlée par le froid de la glace et la neige sur sa peau, elle n'ose même pas imaginer ce qu'il a l'intention de lui faire. Cours, lui ordonne-t-il. Surprise par la demande, elle ne réagit d'abord pas. Alors, il hurle. Paniquée, aveuglée par le bondage, elle commence à avancer comme elle peut, puis de plus en plus à presser le pas. Mais elle entend qu'il la suit. Alors elle essaie d'aller toujours un peu plus vite. Mais les crissements derrière elle dans la neige lui indiquent qu'en réalité, il ne marche pas, mais qu'il la traque bien. Comme un animal sauvage apeuré, elle tente de fuir, évitant comme elle le peut les obstacles dans cet environnement chaotique. Et là, soudainement, un bruit de balle retentit. Elle est tétanisée. Elle comprend tout. Il se livre bel et bien à une partie de chasse. Une chasse à l'homme. Le calvaire de la pauvre Sherry dure des heures, jusqu'à ce que, épuisée, désespérée, elle tombe de fatigue. Progressivement, elle entend les pas se rapprocher d'elle et comprend que son destin est scellé. L'homme s'arrête près d'elle, Sherry entend les cliquetis de larmes qui mettent en joue, puis une dernière détonation retentit. Le dimanche 12 septembre 1982, deux amis marchent le long de la rivière de Knik, dans la région d'Anchorage. La zone n'est accessible que par bateau ou par avion, et le sentier, orné de bouleaux, est difficilement praticable et complètement désert. Policiers de métier, ils sont en civil et s'offrent une partie de chasse. Les ours bruns et les élans profitent dans cette zone, ce qui en fait un terrain de jeu idéal pour les chasseurs de la région. Certains habitants, comme le boulanger d'Anchorage, ont même volontairement emménagé dans ce bled paumé, justement pour ses grands espaces et son gibier. Pourtant, nos deux chasseurs du jour ne s'attendent pas à trouver un trophée bien plus macabre qu'un élan. Sur la berge sableuse de la rivière, un objet à demi enfoui attire leur attention et ils s'approchent donc par curiosité. Avec stupeur, ils s'aperçoivent qu'il s'agit d'une chaussure de femme, ce qui ne fait qu'accentuer leur curiosité. Ils grattent un peu autour de cette chaussure afin de la sortir de la terre. Et je pense qu'ils ont dû suer à grosses gouttes en découvrant au fur et à mesure qu'ils creusaient les os d'un pied puis d'une jambe relié à la chaussure. Finalement les amis, c'est le squelette entier de la propriétaire de la chaussure qu'ils mettent au jour. Aussitôt, les autorités locales sont prévenues et des ossements exhumés sont apportés directement au laboratoire pour analyse. Le légiste qui mène l'autopsie détermine que le décès de cette femme remonte à 6 mois auparavant. Elle a probablement succombé à une blessure à la tête
et au thorax par 3 balles. Et étrangement, les balles en question correspondent à une arme militaire de chasse. Autant vous dire que c'est pas la petite carabine lambda de papy qui chasse les étourneaux de son cerisier qui a produit ça quoi. Non, c'est un truc bien vénère. Mais aussi une arme assez spécifique. Le corps de la victime présente également des marques qui indiquent que ses mains étaient entravées et ses yeux bandés au moment de son décès. Identifiée grâce à son dossier dentaire, la victime se relève être Sherry Monroe, 23 ans, danseuse topless dans un bar du quartier d'Anchorage. Elle était portée disparue depuis 1 an déjà. Au moins, ses proches ne la chercheront plus. Prévenus, ils informent directement les enquêteurs que Sherry portait toujours sur elle un pendentif en forme de flèche. Pourtant, il n'est pas sur la dépouille à qui on semble avoir précipitamment mis ses vêtements avant de l'enterrer. L'enquête débute. La dernière fois que Sherry a été aperçue par des témoins, elle était en compagnie d'un homme qui lui proposait 300 $ pour être modèle photo. Curieusement, le profil de Sherry est très similaire à de nombreuses autres femmes portées disparues dans la région ces dernières années. Ce sont principalement des danseuses, des hôtesses de bar, des prostituées. Oui, vous l'avez compris, ce sont toutes des jeunes femmes travaillant dans le secteur de la nuit. Mais malheureusement, il ne règne pas une grande confiance mutuelle entre les forces de l'ordre et ces femmes. La police a souvent tendance, à cette époque-là, à négliger la sûreté de ces filles dont la vie est jugée risquée et pleine de vices. Tandis que les filles, elles, n'ont pas confiance en les forces de l'ordre pour les protéger. Et face à la situation, le shérif affirme ceci. Nous ne croyons pas à un tueur en série, à un psychopathe qui attaque des filles. Non. Alors l'enquête est très vite abandonnée et classé sans suite. Pourtant, l'effroyable découverte est sans appel. Un tueur brutal, armé d'une arme lourde, opère dans les environs. De nombreuses disparitions de femmes ont déjà été signalées et continuent de l'être. Comme il s'agit souvent de prostituées ou de danseuses topless qui utilisent des pseudonymes, bougent beaucoup d'endroits et font peu confiance en la police, aucune d'entre elles n'est réellement prise au sérieux. De plus, il s'agit de personnes adultes dont on considère alors qu'elles sont en droit de partir sans donner de nouvelles. 2 ans plus tôt déjà, au mois de mai 1980, c'est le corps d'une dénommée Johanna qui a été découvert dans une carrière d'Anchorage. Elle avait été portée disparue par ses proches 2 mois avant sa découverte. La police a rapidement conclu à une attaque d'ours brun qui lui aurait été fatale. Puis, en 1981, des ouvriers ont découvert un corps lors de la construction d'une route, et l'état des ossements indiquait bizarrement qu'il était là depuis un bon moment. Jusqu'ici non identifiée, la dépouille féminine avait été surnommée Eklodna Annie, du nom de la route. C'était en fait le nom de la route près de laquelle elle avait été retrouvée. En 1983, moins d'1 an après la découverte du corps de Sherry, une 3e découverte met à mal la conviction du shérif. Ce sont les restes de Paula Golding, 17 ans, qui viennent d'être retrouvés. La jeune femme qui travaillait comme danseuse dans un bar a été portée disparue 5 mois plus tôt. Les analyses relèvent qu'elle a été atteinte par le même projectile que celui trouvé sur Sherry. Et la balistique confirme bel et bien qu'il a été tiré par la même arme. Les enquêteurs donc se rendent à l'évidence et commencent à envisager la possibilité qu'un tueur en série sévit dans la région. Alors, ils craignent très vite que d'autres corps ne soient enfouis ici et là. En juin de cette année 1983, 5 nouvelles disparitions encore ont été signalées, moins d'1 an après la découverte du corps de Sherry. Alors qu'il circule près de l'aérodrome, un camionneur freine brutalement. Face à lui, non pas un élan, non pas un ours, mais une femme menottée court en plein milieu de la route dans sa direction. Elle s'appelle Cindy, 19 ans, et là, elle est dénudée et complètement terrorisée. Elle hurle qu'elle vient d'échapper à un fou furieux qui a essayé de l'enlever. La police est immédiatement prévenue et met la jeune rescapée à l'abri dans un motel. Elle explique aux policiers que cette journée-là, elle se prostituait dans le centre-ville lorsque, soudainement, un homme, un client à elle, l'a abordée. Elle décrit aux policiers l'homme comme ayant la quarantaine. Il était de petite taille apparemment, avec des cheveux roux, des lunettes de vue et une peau assez abîmée. Il n'avait pas l'air spécialement menaçant et ressemble plutôt à Monsieur Tout-le-Monde, malgré sa vilaine peau et son physique assez ingrat. Et il lui a proposé 200 $ pour un instant intime, ce qu'elle a directement accepté comme elle a expliqué aux policiers, et elle a suivi donc après ça dans son pick-up. Mais elle s'aperçoit très vite, comme elle explique, que ce ne sont pas des rapports tarifés que l'homme désire. Aussitôt dans le véhicule, il verrouille les portes et pointe une arme sur elle avant de le menotter. Là oui, elle est piégée par l'homme qui l'a conduit chez lui. Elle décrit une maison avec de nombreux trophées d'animaux accrochés au mur. Tout ce qu'elle a le temps d'apercevoir avant qu'il la traîne dans la cave, où là, il la déshabille, l'attache à un pilier et elle toute l'après-midi. Il lui remet ensuite ses vêtements et, étonnamment, lui annonce qu'il l'emmène faire un tour en avion dans les montagnes. Toujours menacée par son arme, la pauvre Cindy Paulson est contrainte de le suivre dans son pick-up avec lequel il est conduit jusqu'à l'aérodrome des airs. Par miracle, toujours menottée, elle profite du temps durant lequel son agresseur prépare l'avion et réussit à s'enfuir. C'est ainsi qu'elle s'est retrouvée à moitié nue et menottée sur la route de ce pauvre camionneur. Après avoir écouté son discours, les policiers escortent Cindy jusqu'à l'aérodrome en question et elle reconnaît bel et bien
vers les lieux. Elle indique aussi le petit avion dans lequel son agresseur souhaitait la faire embarquer. Les policiers découvrent qu'il s'agit d'un dénommé Robert Hansen, 44 ans, domicilié non loin de là. Les policiers, oui, ils le connaissent très bien ce monsieur. Et d'ailleurs, tout le monde le connaît en Anchorage, car c'est un boulanger très réputé en ville. Sa boulangerie est prospère, c'est un homme travailleur qui entretient de très bonnes relations avec tous les habitants de la ville. De plus, il est marié et son profil ne présente rien de particulièrement suspect pour les enquêteurs. Les policiers donc ne sont pas du tout convaincus que c'est cet homme-là, sans aucun problème, qui soit impliqué dans cette sombre histoire d'enlèvement. Une brigade est quand même tout de même dépêchée à son adresse pour vérifier ça. À son domicile, Robert est seul, car Darla, son épouse, et leurs 2 enfants sont en vacances en Europe. Autant vous dire qu'ils sont vraiment très loin de la ville d'Anchorage en Alaska. Le boulanger, d'allure musclée, présente un léger bégaiement. Et coïncidence, sa peau est sérieusement abîmée, comme l'a décrit la victime. Autre étrange concordance, les murs de son salon sont ornés de trophées de chasse, également comme la victime en a témoigné. Pourtant, il nie toute implication dans l'enlèvement de Cindy et tous ces meurtres pour lesquels on l'interroge. Il affirme que Cindy l'accuse dans le seul but de lui extorquer de l'argent. Après tout, il s'agit d'une prostituée, d'une fille de mauvaise vie, à qui l'on ne peut pas réellement faire confiance. D'après eux. D'ailleurs, il ne la connaît même pas, selon lui. Et il annonce avoir passé l'après-midi avec 2 de ses amis. Donc impossible qu'il ait pu faire ça. Et les compères en question confirment son alibi. Le jour de l'enlèvement, Hansen était avec l'un d'entre eux, de 17h à 23h en train de préparer le siège de son avion. Robert se montre aussi très conciliant et autorise la police à fouiller la maison. Il trouve bien des armes aussi, mais aucune ne correspond aux projectiles trouvés sur les précédentes victimes. Bizarre. Aucun indice alors ne permet d'accuser réellement Robert Hansen, le chasseur. Après tout, Cindy peut très bien connaître la maison et être en mesure de la décrire. Mais cela ne prouve pas pour autant qu'elle a été agressée comme elle dit l'avoir été. La police lui soumet donc alors une planche photographique avec plusieurs portraits d'individus pour voir si elle reconnaît son agresseur parmi eux. Parmi les photos, elle désigne précisément et sans aucune hésitation Robert Hansen. Pourtant, elle refuse catégoriquement de passer le test de détecteur de mensonges, ce qui va finir d'ailleurs malheureusement à la rendre suspecte aux yeux des enquêteurs. Mais alors, est-ce que cette histoire d'extorsion de fonds de pauvres boulangers au commerce prolifique était vraie? Après tout, il s'agit d'une femme très jeune, en situation de précarité, et Robert a un alibi confirmé par 2 de ses proches. Et puis franchement, qui pourrait croire que ce gentil petit boulanger, sans remous, ait pu faire ça? Non, trop bizarre. En septembre 1983, face à cette longue liste de disparitions et de découvertes de corps, la police locale n'a pas d'autre choix. Le FBI est appelé en renfort et prend l'enquête en charge. C'est l'un des pionniers et meilleurs profilers du FBI qui est chargé d'enquêter. L'agent spécial John Douglas, un véritable crack de son époque. L'hypothèse d'un tueur en série est finalement examinée. Il ne fait aucun doute pour l'agent spécial Douglas que l'auteur de tous ces crimes est une seule et même personne. On regroupe les profils des victimes pour tenter d'établir celui du suspect dans l'espoir de le coincer. Et en parallèle de ça, les forces de l'ordre se rapprochent des et hôtesses de bar pour les informer qu'un tueur en série rôde dans les environs. On leur conseille très fortement de veiller les unes sur les autres et de ne surtout pas hésiter à appeler la police en cas d'agression. Malheureusement, les filles ont du mal à être en confiance. Et on les comprend parce que durant des années, les forces de l'ordre les ont complètement négligées. Faute d'autres pistes, les enquêteurs du FBI se tournent à nouveau sur le boulanger, propriétaire du petit avion à l'aérodrome. On épluche donc son passé, petit à petit, et on s'aperçoit qu'il n'a pas toujours habité à Anchorage. Il y a emménagé quelques années auparavant, seulement dans le but d'assouvir sa passion du grand air, et de la chasse au gros gibier. Un enquêteur se déplace dans l'ancienne ville d'habitation d'Hansen afin de fouiller les dossiers et interroger d'éventuelles personnes qui le connaissent. Et si on ne lui connaît pas de soucis à Anchorage, on s'aperçoit qu'il possède un casier judiciaire assez lourd. Condamné à 20 mois de prison pour avoir incendié le garage d'une école dans le passé, son épouse de l'époque demande le divorce pour cette raison-là. Lors du procès, un expert lui avait diagnostiqué des troubles bipolaires assez vénère. Et durant son incarcération, il est victime de violences et d'agressions de la part des autres détenus. En 1971 aussi, il tente d'agresser un agent immobilier et de la kidnapper. Et peu de temps après ça, c'est à une prostituée maintenant qu'il tente de s'attaquer. Ces 2 femmes avaient pourtant tenté de parler à la police et le dénoncer. Mais personne apparemment ne les aurait crues et aurait respecté sa version. En 1977, il est condamné aussi pour un truc un peu farfelu, il a volé une tronçonneuse. Encore plus grave, on découvre aussi qu'à son arrivée à Anchorage, il est accusé de viol sans que l'affaire n'ait malheureusement de suite. Quant aux témoignages de proximité, ils décrivent un homme très souvent repoussé par les femmes en raison de son apparence disgracieuse. Petit, avec des lunettes, bégu et boutonneux.
Les enquêteurs apprennent aussi que Hansen est connu de tout pour ses qualités de chasseur, qui lui ont permis d'ailleurs de remporter de nombreux concours de tir longue distance. Est-ce que vous aussi les amis là vous commencez à le sentir, le parfait profil du criminel? Moi je le sens et vous allez voir si c'est le cas maintenant. Le boulanger d'Anchorage est donc loin d'être si respectable qu'il n'y paraît. Pour l'agent Douglas et son équipe, il devient donc maintenant le suspect numéro 1. Quant aux recherches sur les disparitions autour de lui, elles relèvent des faits assez troublants remontant jusqu'à 1971. Pour autant, on peut être une personne solidaire et avoir de l'acné sans être un tueur fou. Il est vrai, rien ne relie concrètement Hansen au meurtre d'Anchorage. Mais l'agent spécial Douglas comprend bien que le profil est concordant parfaitement et qu'il faut persévérer. Il décide de lui rendre visite alors en son domicile et découvre sa collection magnifique de trophées de chasse qui recouvre tous ses murs. L'agent Douglas flaire là que si Hansen est le tueur, alors c'est qu'il garde nécessairement des trophées de ses victimes comme il le fait avec les animaux. C'est sûr, pour lui, c'est une évidence. Pourtant, un détail cloche. Les deux amis de Hansen ont confirmé son alibi pour le jour de l'enlèvement de Cindy. Sous la pression et l'ampleur que prend l'enquête, l'épouse d'un des amis en question appelle la police et dénonce le mensonge de son ami. Elle dit que Hansen lui a bien demandé de mentir pour lui et qu'il a accepté par amitié sans savoir que cela dissimulait un crime si grave. Les compères d'Hansen sont alors de nouveau interrogés et face à l'agent du FBI, ils reconnaissent, oui, enfin, avoir menti. Ils avouent bel et bien que Robert leur a demandé de le couvrir car il se serait embrouillé avec une femme. Ils ont accepté par loyauté pour leur ami sans savoir qu'en réalité, il couvrait un crime atroce d'une série qui dure depuis déjà plusieurs années. En parallèle, le profil du suspect est enfin prêt. Le nombre de victimes indique aux enquêteurs que le suspect évolue tellement facilement qu'il ne se fait jamais repérer. Pour faire cela, les enquêteurs pensent qu'il possède probablement les moyens techniques et matériels de le faire. Un véhicule, une maison ou un endroit peut-être dans lequel séquestrer ses victimes, mais aussi une barque ou un avion qui lui permet de les déplacer aux endroits où les corps ont été retrouvés. Car il faut le préciser, mais les abords de la rivière Knik sont inaccessibles par la route terrestre. L'environnement dans lequel il évolue, rude et dévasté, indique qu'il est habitué du grand air. Pour disposer du temps qui lui permet de se livrer à sa funeste passion, il est également probable que le suspect travaille pour son propre compte ou possède son entreprise. La victimologie, elle, apprend beaucoup aux enquêteurs sur son rapport aux femmes. Le fait qu'il s'en prenne uniquement à des travailleuses du sexe, de la nuit, les hôtesses topless, indique qu'il établit probablement une hiérarchie entre les femmes. Il ressent envers elles de la colère, de la rancœur, un fort sentiment et une envie surtout de vengeance probablement causée par un complexe d'infériorité de lui-même. Il est possible donc que le tueur ait été beaucoup repoussé par les femmes ou moqué durant son enfance ou durant sa jeunesse. Le profil décrit de manière troublante le boulanger Robert Hansen. Cindy est donc directement rappelée pour collaborer avec les enquêteurs et elle accepte de témoigner. En ville, les fréquentes visites des enquêteurs à Hansen font jaser et tous les soupçons se portent maintenant sur une seule personne, Robert. Le boulanger maintenant là, sait très bien que l'étau se resserre. Il se montre très nerveux, lui qui est un boulanger doué et reconnu, ses gâteaux sont moins présentables maintenant. Et il est mal à l'aise tout le temps avec ses clients. La peur change enfin de camp et c'est à lui, les amis maintenant, de se faire traquer comme un animal. Pourtant, tous les enquêteurs sont convaincus de sa culpabilité. Mais il faut encore trouver une preuve. Il faut chercher cette preuve qui permettra de mettre Hansen en état d'arrestation. Or, jusqu'ici, rien de suspect n'a été trouvé qui puisse le relier au crime ou à la tentative potentielle d'enlèvement de Cindy. Pourtant, l'agent spécial Douglas est à l'écoute de son intuition. L'homme, s'il est coupable, a nécessairement pour l'agent gardé des trophées quelque part de ses victimes. Mais comme il faut un motif très sérieux pour demander au juge l'autorisation de perquisitionner chez le suspect, Douglas tente alors un coup de bluff. Sur sa demande, il inscrit qu'il recherche des bijoux ayant appartenu aux victimes, ou encore des portefeuilles et d'autres biens leur ayant appartenu. Le juge donne alors l'autorisation, enfin, de fouiller de fond en comble la maison de Hansen. Malgré la présence de nombreuses armes, aucune pourtant ne correspond à celle des munitions trouvées sur les corps. Les enquêteurs s'apprêtent à quitter les lieux lorsqu'ils découvrent dissimulée dans un mur une trappe qui mène à un grenier. Et là, c'est enfin le jackpot. Ils y trouvent enfin les amis, oui, l'arme des crimes, des pièces d'identité de certaines des victimes et des bijoux, dont un pendentif en forme de flèche. Le même pendentif dont Sherry ne se séparait jamais, prouvant là définitivement l'implication du boulanger dans ces crimes absolument odieux. Parmi les trophées se trouve aussi une étrange carte d'aviation dont certains lieux sont marqués par une croix. Le 27 octobre 1983, Robert Hansen est enfin mis en état d'arrestation. Interrogé, il dément pourtant son implication dans les crimes comme il l'avait fait face à la police locale. Tandis que les enquêteurs tentent de le faire avouer. Lui aussi essaye de faire parler les enquêteurs sur ce qu'ils savent déjà, pour voir s'il peut les niquer quelque part. Chaque partie sonde l'autre, personne ne lâche rien. La tension est palpable en salle d'interrogatoire.
L'agent spécial Douglas le sait très bien, ce genre de profil particulier de serial killer aime particulièrement revivre ses crimes. Des photos des victimes et des pièces à conviction sont disposées un peu partout afin de mettre la pression en scène. Il faut qu'il craque, il faut qu'il avoue tout. Et là, la persévérance des enquêteurs et l'intuition de Douglas sont enfin récompensées. Le boulanger cède enfin et avoue être impliqué dans les crimes de centaines d'entre elles. Il leur dit aussi que les 34 croix qu'il a inscrites au crayon sur sa carte d'aviation correspondent, oui, bel et bien au lieu des crimes et que les victimes y sont enterrées dans des tombes improvisées sur place. C'est absolument effroyable là de se dire que la plupart des corps ne seront probablement jamais retrouvés ou jamais identifiés. Quelque part, au fond de la forêt qui borde la rivière Knik, près d'Anchorage en Alaska, reposent, oui, des dizaines de corps de victimes de Robert Hansen, abandonnés à jamais à leur triste sort. Dans ses aveux, il décrit aussi aux enquêteurs la manière dont il s'y prenait pour commettre ses crimes. Mais alors comment se passait son mode opératoire? Il enlevait des filles, les agressait, puis les amenait de force par avion près de la rivière où il leur bandait les yeux et leur demandait de courir, nus, devant lui. C'est déjà terrifiant, mais la suite, vous le verrez, est encore plus bestiale. De loin, il suit alors ces pauvres proies qui courent complètement affolées, désorientées, dans les étendues désertes et glacées du Grand Nord. Il les laisse courir ainsi pendant des heures, dans le but seulement d'assouvir son instinct de chasseur. Et enfin, lorsqu'elles finissent par tomber d'épuisement ou se blessent, il s'approche et les abat. Pour moi, c'était comme à la chasse, comme ramener un trophée de mouflon sauvage ou de grizzly. C'est ce qu'il va oser dire pendant un interrogatoire. Le mec n'a aucune race, on peut le dire. Cependant, il annonce ne pas avoir tué toutes ses filles. Selon ses termes, certaines, plus obéissantes que d'autres, ont été épargnées et ramenées en ville pour être libérées de leurs prédateurs. Aux enquêteurs, il dévoile aussi l'emplacement d'une quinzaine de corps, très difficile de les retrouver précisément dans cette immensité glacée. Hansen est conduit alors en hélicoptère au-dessus de son terrain et les enquêteurs tentent désespérément de localiser les dépouilles des victimes. Et là, Hansen indique aux policiers les lieux où l'hélicoptère doit se poser pour retrouver les corps. La terre, on l'a noté, pieds nus et couverts d'un simple pull, celui que la presse surnomme le boulanger boucher est surexcité. Heureux, enivré par le fait de revenir sur les lieux de ses crimes, il sautille dans la neige. Un enquêteur témoigne qu'il donnait l'impression de revivre ces moments, d'être fier de montrer son travail, comme s'il narguait les enquêteurs d'avoir pu commettre ces crimes à leur insu. D'autant qu'il sévit déjà plus de 10 ans sans jamais avoir été inquiété jusqu'ici. Malheureusement, comme les rares victimes qui ont essayé de prévenir la police, ont accusé un homme respectable. Personne, les amis, ne les a pris au sérieux. Hansen désigne 12 tombes, mais la neige malheureusement recouvre tout et empêche de pouvoir mener des fouilles correctement. Les lieux sont balisés donc, afin de permettre aux enquêteurs de revenir au printemps suivant. L'agent spécial Douglas ne s'est pas trompé. Hansen est bel et bien l'auteur des crimes, c'est confirmé. Et il ne fait aucun doute qu'il a le profil d'un tueur psychopathe. Il est organisé et procède de manière rituelle. Durant l'interrogatoire, il donne de nombreux détails sordides de ses parties de chasse, alors qu'il est pourtant incapable de décrire l'apparence physique de ses victimes. Tout ce qui l'anime est son instinct perverti bestial de chasseur de gibier humain. Qu'importe à quoi ressemblaient ces femmes, ils s'en foutaient vraiment du physique, quoi. Lorsque le printemps arrive en 1984, les enquêteurs reviennent enfin sur les lieux indiqués par Hansen. Ils se dirigent donc vers les montagnes, là où ils retrouvent d'ailleurs précisément les corps que le psychopathe leur avait indiqués. En parallèle, Hansen accepte de plaider coupable pour les victimes, dont on le relie d'ailleurs par des preuves, soit 5 victimes. Et il demande qu'en échange de ses aveux de culpabilité, sa famille soit éloignée totalement pour être protégée de l'opinion publique et puisse continuer à vivre en toute discrétion sans subir les conséquences de ces actes complètement horribles. Hansen dit sa première victime, Johanna, disparue et retrouvée en 1980, que ce premier crime l'a d'abord rendue malade avant de lui procurer finalement une vraie joie. Sa proie suivante est une jeune prostituée, mais comme elle refuse de le suivre, il la poignarde à mort et enterre le corps près d'une route. Elle a essayé de s'enfuir. Je l'ai rattrapée par les cheveux, j'avais un couteau. J'ai perdu le contrôle et je l'ai poignardée. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais plutôt hâte de recommencer. J'ai pris beaucoup de plaisir à la tuer, à tuer une femme comme on tue un animal. C'était vraiment incroyable. La victime, malheureusement, n'a pas été identifiée et les enquêteurs, à l'heure actuelle, se posent toujours la question très sérieuse sur le nombre réel de victimes de Robert Hansen. Mais le boulanger boucher ne lâche rien. Le procureur sur l'affaire décrit comme ce qui pourrait ressembler à une bête. Pourtant, à force d'être auditionné, interrogé, mis sous pression par les enquêteurs, il avoue qu'il a tué 17 femmes. Et malheureusement d'ailleurs, seuls les corps de 12 d'entre elles seront retrouvés. Les 12 qu'il a indiqués aux enquêteurs près de la rivière. Dans la foulée, il avoue aussi 30 vols. Les experts psychiatres chargés de l'affaire le décrivent d'ailleurs comme un homme ayant cumulé de nombreuses frustrations qui l'ont conduit à des désirs de vengeance, de brutalité, de violence envers le genre féminin. Selon ses propres mots, les femmes dotées de bonté méritaient le respect. Mais les mauvaises femmes, les prostituées et autres travailleuses du sexe, elles, méritaient pour lui
la mort. Il va jusqu'à dire même, dites-vous, aux enquêteurs que, selon lui, on ne peut pas une prostituée car il estime que ce sont des femmes de mauvaise vie qui choisissent le danger et l'insécurité. Je n'ose même pas imaginer ce que sa femme, Darla, ressent lorsqu'elle apprend que son mari est le plus grand tueur en série des États-Unis de l'époque. Elle dit pourtant aux enquêteurs, malgré le choc, qu'elle soupçonnait bien que quelque chose n'allait pas chez lui, mais elle croyait seulement qu'il allait voir des prostituées et rien d'autre. Sauf que non, c'était bien pire que ça. Elle était là vraiment loin de s'imaginer qu'en réalité, il se livrait à des parties de chasse, mais pas avec des animaux, avec des êtres humains. Et on ne peut en réalité pas la blâmer, elle n'a vraiment rien fait. Qui peut réellement s'imaginer être marié à un tueur en série? Peut-être vous. Non, vraiment impossible. Comment on peut vraiment soupçonner la personne auprès de laquelle on s'endort le soir de commettre un tel crime horrible? Surtout que son mari est le boulanger respectable et respecté de la ville. Et personne n'a jamais émis aucun doute envers lui, même jamais eu aucun problème auparavant. Non, c'était impossible qu'elle s'en doute. Pourtant, Hansen a bien fait un séjour en prison pendant leur mariage. Elle aurait pu en vrai peut-être en douter, même si bon, cet élément n'est pas réellement flagrant. Et les enquêteurs, donc, à cause de cet élément, la soupçonnent d'avoir eu conscience des activités bestiales de son mari. Juste avant le procès qui débute en février 1984, on découvre un nouveau corps près d'un lac. La victime est renommée par le nom du lac et ne sera jamais identifiée. En arrivant au tribunal, il se cache sous son manteau. Et en accord avec la justice, il plaide coupable pour 4 meurtres seulement. Les autres meurtres ne donnent lieu à aucune poursuite. C'est triste. Durant le procès, il ne montre aucune empathie, aucun regret et aucune compassion pour les victimes. Rien, aucune émotion. Au contraire, il affirme avoir fait ce qu'il devait faire, avoir agi dans son bon droit. Les filles qu'il a tuées étaient, selon lui, de mauvaises filles. Alors, c'était ok. La peine capitale étant abolie en Alaska, il écope alors tout de même de 461 années de prison. Pas moins, sans aucune possibilité de libération conditionnelle. Bon là, autant vous dire que c'est comme une sorte de condamnation à mort, puisque avec ce nombre d'années qu'il prend, il est sûr à 100% qu'il ne reverra sûrement jamais le jour et finira sa vie en prison. Je vous l'annonce, mais tristement, des corps continuent d'être régulièrement retrouvés dans la forêt, près de la rivière Knik, terrain de chasse du boulanger Boucher. Pour rappel, ce n'est pas moins de 34 croix qu'il a inscrites sur sa carte d'aviation. Or, seuls 12 corps et 17 meurtres avoués. Il reste 22 corps, les amis, pour vous expliquer là, dans la nature, qui demandent qu'à être retrouvés. Mais pour être honnête, il est fort probable que certains corps ne seront jamais retrouvés. Sans mentionner les corps retrouvés, mais non identifiés. Je ne sais pas vous, mais voilà, personnellement, je trouve ça vraiment effroyable et triste à la fois. Après 30 ans d'incarnation, en 2014, c'est au tour du boulanger Boucher de pousser son dernier souffle à l'âge de 75 ans. Bon, à l'annonce de sa mort, ça va faire, vous imaginez, un très grand bruit. Le procureur exprime aussi à quel point les crimes de Robert Hansen ont choqué l'Alaska et le nombre final des victimes n'a jamais pu être établi avec précision. Même dans sa tombe, les amis, le boulanger chasseur de femmes ne cesse de faire parler de lui. L'unité d'enquête d'Alaska des cas non résolus travaille toujours à identifier certaines des victimes de Robert Hansen. Les avancées technologiques appliquées au cas du passé peuvent parfois se montrer surprenantes. Ici, c'est grâce à la généalogie génétique que les enquêteurs ont pu identifier le corps qui avait été récupéré à côté du lac, pas moins de 37 ans après son décès. Ouais, ils ont mis un peu de temps, c'est vrai. Robin, 19 ans, avait disparu en juillet 1983 sans jamais être signalé. La généalogie génétique, en fait, consiste à construire l'arbre généalogique de la victime à partir de son ADN, afin de trouver des éventuels membres plus ou moins proches de la famille. Je ne sais pas vous, mais vraiment, je trouve ça incroyable là que la technologie a pu servir à élucider des crimes, c'est exceptionnel. Donc voilà, si vous avez déjà vécu dans votre famille, dans votre entourage, voilà, une disparition assez tragique, personne n'a pu résoudre cette affaire-là, et bien dites-vous que c'est peut-être pas perdu encore avec ce genre de technologie-là. Je vous invite les amis à me mettre votre avis en commentaire sur l'histoire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre ressenti à la fin de cette histoire, comment vous vous sentez, un peu mal par rapport aux victimes, voire beaucoup mal, voilà. N'hésitez pas à me dire ça, est-ce que vous ressentez de la colère envers Robert Hansen? Ne vous inquiétez pas, il est mort, il ne ressentira jamais votre colère. Bon, en tout cas, voilà, dites-moi ça en commentaire. Je le dis jamais assez, mais n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner si vraiment le contenu vous plaît. C'est vraiment ce qui me permettra de voir si vous kiffez ce genre de format-là, un peu plus true crime que paranormal. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi, j'ai oublié de le dire, des histoires que vous voulez que je raconte, des affaires qui vous ont personnellement traumatisé, que vous aimeriez que je raconte, voilà, avec un bon petit storytelling. Merci de m'avoir écouté, c'était Léo, et je vous dis à très vite pour une prochaine histoire.